Europe 1. Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il pensait être tranquille à la campagne, à l'écart des zones urbaines, loin des trafics et des violences. Et pourtant, depuis plusieurs années, les agriculteurs subissent une insécurité grandissante et désormais bruyante, celle des rodéos. Rien que ces 2 derniers mois en Haute-Saône, une dizaine de cas ont été recensés. Illustration avec Noé Chaillot dans un champ de maïs récemment dévasté. Dans les 30 hectares de maïs de Laurent, agriculteur en Haute-Saône, une bande de 50 mètres a été complètement ravagée. Au sol, des épis arrachés, des feuilles déchiquetées. La terre, elle, est tassée, meurtrie. Et dans la boue, on peut encore distinguer clairement des traces de pneus. L'agriculteur a vu la scène. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui était rentrée dans le champ, volontairement. Il y avait des cannes de maïs qui étaient restées sur la nationale. Là, le maïs, oui, il était écrasé, il va pas repousser. C'est mort jusque l'année prochaine. C'est une perte pour l'exploitation. Une perte qui représente près de 5% de ses récoltes. Face à ces rodéos qui touchent de plus en plus d'agriculteurs dans la région, Laurent a l'impression qu'aujourd'hui, son métier est totalement méprisé. On n'est pas respecté du tout. Quand on voit ça, c'est lamentable. De toute façon, tous les ans, il y a une voiture volontairement qui vient retourner dans les champs de maïs ou dans les champs de blé. Pas que ça soit plus conséquent les prochaines années. L'agriculteur envisage d'installer des caméras de surveillance. Du côté de la FDSEA de Haute-Saône, le ton est ferme. La fédération dénonce systématiquement ces rodéos. Elle rappelle qu'un champ n'est ni un terrain vague, ni une piste de course, mais une terre qui nourrit les Français. À chaque incident, une plainte est déposée. Fougerolles, Noé Chaillot, Europe 1. Et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau promet une politique de fermeté. Un nouveau texte législatif devrait voir le jour dans quelques mois pour combattre, je le cite, celles et ceux qui considèrent qu'ils peuvent s'installer n'importe comment sur une propriété publique ou privée. Un petit tour et puis s'en va. 3 semaines après être arrivé à Lille, l'étudiant gazaoui pro-Hamas et pro-Hitler a finalement pris la direction du Qatar. Annonce faite hier soir par le ministre des Affaires étrangères qui lui avait lui-même, via les agents du Quai d'Orsay, délivré un visa. Jean-Noël Barrot était depuis la semaine dernière sous pression et il a rapidement voulu réagir au scandale. 3 semaines après son arrivée à Lille, l'étudiante gazaoui a pris la direction du Qatar hier. Madame Attala ne pouvait demeurer sur le territoire national. Elle a quitté la France, précise le ministère des Affaires étrangères. Alors le communiqué du Quai d'Orsay n'utilise pas le terme d'expulsion. Juridiquement, cette option paraissait inenvisageable. Paris semble avoir trouvé un terrain d'entente avec cette jeune femme et Doha. Le ministère remercie, je cite, les autorités qatariennes pour leur coopération déterminante. Nour Attala poursuivra donc ses études au Qatar. Jean-Noël Barrot s'en félicite. Je l'avais dit, nous l'avons fait, écrit-il sur X avant de féliciter ses services. Ce départ n'aurait pas été possible sans la mobilisation décisive des agents du Quai d'Orsay et de ceux qui les ont appuyés. Je les en remercie, poursuit-il. Des services qui avaient fait venir cette étudiante le 11 juillet dernier avec 36 autres gazaouis et qui, face au tollé suscité, ont donc rapidement réagi. Il faut dire que Jean-Noël Barrot était lui-même sous pression. Jacques Serret pour Europe 1. Après 22 mois de captivité, des otages amaigris, affaiblis et décharnés, ce sont les images insoutenables publiées en fin de semaine dernière par le Hamas et le djihad islamique. Cruauté abjecte et inhumanité sans limite, a réagi Emmanuel Macron. Leur calvaire doit cesser, renchérit le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain, en urgence. En attendant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sollicite l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Oui, pour fournir de la nourriture et un traitement médical aux otages toujours aux mains du Hamas. Or, le groupe terroriste affirme qu'il ne lui autorisera l'accès qu'en cas d'ouverture de couloirs humanitaires à Gaza. Les otages mangent comme la population, ils n'auront aucun traitement de faveur, ce sont ces mots. Par ailleurs, la France a procédé hier à un 3e largage depuis vendredi de nourriture et de médicaments. J-3 avant l'entrée en vigueur effective des surtaxes américaines. Des surtaxes quasiment définitives et qui ne devraient pas faire l'objet de négociations. Propos hier du représentant américain au commerce. L'objectif, rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis. Un pari osé, voire dangereux pour les économistes qui prédisaient le pire. Et pourtant, l'économie américaine semble pour l'heure tenir bon. Alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Barthélémy Philippe, que la méthode Trump fonctionne ?
À ce stade, en tout cas, elle n'a pas provoqué de gros dégâts. Les taxes douanières remplissent les caisses du Trésor. 87 milliards de dollars au premier semestre, plus que sur l'ensemble de l'année 2024. La croissance s'est redressée à 3% après un trou d'air au premier trimestre. Comme à son habitude, Donald Trump fanfaronne en expliquant que sa politique rend les États-Unis grands et riches à nouveau. Mais il est trop tôt pour crier victoire, selon l'économiste Anne-Sophie Alsif. C'est plus une victoire de façade politique. Les États-Unis, le consommateur américain vont en souffrir. Et pourtant, l'inflation frémit à peine et la consommation ne freine pas. Une question de temps pour l'économiste Sylvain Bersinger. Les prix d'importation aux États-Unis augmentent un tout petit peu. Ça veut dire que le droit de douane est bien payé par les Américains, comme si Donald Trump avait mis une taxe sur la consommation. Les droits de douane ne peuvent qu'être inflationnistes. Cet impact sur la consommation, il viendra plutôt après l'inflation. Enfin, la réindustrialisation dont rêve Donald Trump a du plomb dans l'aile. Les investissements d'entreprises sont en baisse et il n'y a pas de marge pour développer l'emploi industriel avec un chômage quasi inexistant. Les droits de douane massifs appliqués sur l'acier ou les composants automobiles importés vont plomber la compétitivité de l'industrie américaine qui va perdre des débouchés à l'exportation. Barthélémy Philippe pour Europe 1. Et par ailleurs, des milliers de sympathisants de Jair Bolsonaro sont descendus hier soir dans les rues de plusieurs villes brésiliennes. Des manifestations en soutien aux sanctions américaines contre le juge chargé du procès de l'ancien président. Merci Trump, c'est ce qu'on pouvait notamment lire sur les pancartes. L'été est déjà bien engagé en France, mais il y a une pénurie inquiétante des saisonniers. Oui, en cause le rythme de travail, le prix des logements ou encore la mobilité, si bien que 200 000 postes sont à pourvoir pour la seule région Occitanie, aussi bien en tourisme qu'en hôtellerie-restauration. À Narbonne-Plage, par exemple, les entreprises accusent le coup, Charles Lullier. On a eu zéro, mais vraiment zéro. Zéro CV, j'ai jamais vu ça. Fredo, seul dans son snack, est désespéré, car au four et au moulin à cause du manque de saisonniers. Même chose chez ce gérant de pizzeria, il lui manque 2 cuisiniers. Pourtant, il propose des ponts d'or. Les saisonniers sont bien payés. 2005, 2007, c'est pas vilain. Alors certes, ce sont des journées coupées, comme on dit, mais ce n'est pas non plus germinal. Les horaires, c'est de 10h30 à 14h, d'accord ? 18h, 23h. Et vous êtes en face de la plage. Mais la plupart, ils veulent à mi-temps, pour ne pas perdre leur prestation de cave. Vous voyez ce que je veux dire ? Contexte qui fait les affaires des plus méritants, comme Chanaël, besogneuse étudiante qui peut donc travailler plus pour gagner plus. Le matin, je travaille au marché de Saint-Pierre-la-Mer jusqu'à 15h. Et après, à 18h, je travaille en restauration. Moi, ça m'arrange bien. Ça fait une plus grosse rentrée d'argent à la fin du mois, entre 3 et 4 000 euros. S'il y avait plus de main-d'œuvre, effectivement, je pourrais sûrement pas cumuler de travail. Une pénurie de bras inquiétante, mais au retentissement limité à ce jour, pour une raison pas forcément plus rassurante. Depuis le début de l'été, ici, les clients sont, comme les saisonniers, beaucoup moins nombreux aux terrasses. Narbonne-Plage, Charles Lullier, Europe 1. Et si la lumière pouvait guérir la maladie d'Alzheimer, une maladie qui touche aujourd'hui 20% des plus de 80 ans et qui ne connaît aucun remède, eh bien, la récente découverte de chercheurs strasbourgeois pourrait, Mélina Fachin, ouvrir la voie à de nouveaux types de traitements. Mathieu Aguilera, jeune docteur en neurosciences, a mené cette étude sur 40 souris, dont la moitié atteinte par la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. En s'inspirant de travaux déjà effectués par des chercheurs du MIT de Boston, il a simplement installé face à la cage des rongeurs un bandeau LED qui clignote à la vitesse précise de 40 Hz. Pendant 15 jours, 1 heure par jour, on les met dans la salle dans le noir avec juste la lumière à 40 Hz qui clignote. Et du coup, on a remarqué qu'elles avaient de nouveau des performances cognitives comme les souris non pathologiques. Et elles n'avaient plus de problème de mémoire. Romain Goutani, directeur de recherche au CNRS, a co-dirigé cette étude. Même un mois après, elles ont toujours plus de troubles. Honnêtement, moi, j'y croyais pas trop. Donc, c'est quand même assez cool, parce que c'est non invasif. Ça coûte pas grand-chose. C'est un ruban de LED qui clignote à 40 Hz pendant 1 heure par jour. C'est fantastique. Mais quant à savoir si cela peut être efficace sur l'homme, il préfère rester prudent. A priori, ça pourrait marcher. C'est compliqué de parler d'espoir, parce que les espoirs, c'est souvent déçu. On espère que ça ouvrira des pistes. Pour cela, de nouvelles recherches vont être menées, avec peut-être la possibilité un jour de tester ce traitement lumineux sur de vrais patients. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Du sport à présent, avec d'abord cette semaine plus que positive pour l'équipe de France de natation qui ramène 8 médailles des mondiaux de Singapour et qui se place à la 3e place du classement avec bien évidemment Charles Bouchin, un Léon Marchand qui a de nouveau plus que brillé. Oui, premier chapitre de cette semaine de rêve, une demi-finale du 200 mètres 4 nages et un boulet de canon nommé Léon Marchand.
C'était le grand objectif de ces mondiaux. Le Toulousain pulvérise le record du monde d'1 minute et 54 secondes détenu par l'Américain Ryan Lochte. Chrono à l'arrivée, 1 minute 52 secondes et 69 centièmes. Et beaucoup d'émotions pour le nageur français. Je suis trop content parce qu'effectivement, je voulais l'avoir ce record. Je savais pas quand ça allait arriver. Et là c'est même pas encore. Là, c'est 52, ça me paraît un peu irréel, donc je sais pas trop comment expliquer. Le lendemain, en finale, le Roi Léon domine ses partenaires d'entraînement à Austin. L'Américain Casas et le Hongrois Kos, 6e titre mondial, puis 7e après son sacre hier sur 400 mètres 4 nages. La star des bassins ne cesse d'impressionner, même ceux qui le connaissent bien, comme Assia Touati. La championne d'Europe l'a longtemps côtoyée au club de Toulouse. Je suis ébloui, épaté par ses perfs. Il a pas cessé de progresser de jour en jour, d'année en année. Toutes les personnes qui le connaissent vraiment bien sont très contents pour lui, encore plus les Toulousains. Et cerise sur le gâteau, 30 minutes après sa victoire sur 400 mètres 4 nages, Léon Marchand a jeté ses dernières forces dans le relais 4 x 100 mètres 4 nages pour obtenir une belle médaille d'argent. Charles Bouchin pour Europe 1. Et puis côté cyclisme, ultime étape hier du Tour de France. Entre Prat sur Arly et Châtel, remporté par la tricolore Pauline Ferrand-Prévot. Une première pour une Française depuis Jenny Longo il y a 36 ans. Enfin, côté soit la perche, 5 ans après son dernier titre national, Renaud Lavinelli, sacré hier en Gironde champion de France. Merci Margot Siffer pour votre journal. 7h41 sur Europe 1.